Pour beaucoup d'entre nous, les festivités sont des moments que nous attendons avec impatience pour nous réunir et célébrer ensemble une culture commune. Évidemment, le Japon a ses propres fêtes. Certaines sont issues de commémorations de dates relativement modernes et d'autres trouvent leurs origines dans des temps immémoriaux. Enfin si, évidemment qu'ils sont mémoriaux, mais faites un effort de crédulité, c'est pour l'intro. Salut! Le printemps est là, et comme c'est une saison importante de célébration au pays des cerisiers en fleurs, j'avais très envie de vous proposer de découvrir ensemble quelques fêtes japonaises ancestrales au travers du jeu Ohanami. Oui, c'est le printemps et je suis sûre que vous êtes tous impatients de pouvoir à nouveau voir les parcs et autres jardins en fleurs. Non. Ouais. Et comme beaucoup d'entre vous le savent, une des fêtes emblématiques du printemps, c'est Hanami. Sûrement la fête japonaise la plus connue. Après tout, c'est vraiment un moment de joie et d'euphorie pour beaucoup de Japonais. Et je m'étonne de ne pas être étonné que ce soit aussi le nom d'un jeu. Dans Ohanami, vous allez devoir gérer le paysage de vos 3 jardins et remporter le concours des jardiniers. Dans ce jeu, vous rajoutez des éléments à chaque saison. Mais gardez bien à l'esprit la finalité. Vos jardins doivent être parfaits pour le printemps. Parce que bon, va fêter les cerisiers en fleurs sans cerisier. Ce jeu est de Stefan Bendorf. Il est illustré par Christian Opperer et est édité par Oya. Vous pouvez y jouer de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans et les parties durent environ 20 minutes. Au cours de la partie, les joueurs vont passer par 3 saisons qui représentent les 3 manches. Ils ont 3 jardins à disposition pour exprimer leur talent de jardinier. Au début de chaque saison, les jardiniers vont piocher 10 cartes. Sur une carte, on trouve un nombre et la famille d'éléments. Les cartes vont de 1 à 120 et chaque numéro est associé à un des 4 éléments. Pour commencer, les joueurs choisissent 2 cartes qu'ils vont poser dans leur jardin, puis font passer leur jeu à leurs voisins. Avec leur nouveau jeu en main, ils vont à nouveau prendre 2 cartes qu'ils placeront dans leur jardin et on continue comme ça à faire tourner les cartes jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Évidemment, on ne pose pas n'importe quelle carte, n'importe comment. Il y a des règles à suivre, hein. Sinon tout part en vrille. Eh ben oui, ma bonne dame. Quand vous posez une carte, vous devez vérifier son numéro. S'il est plus grand que la valeur de votre carte la plus élevée dans cette colonne, elle va tout en haut de celle-ci. S'il est plus petit que la valeur de votre carte la plus basse, elle doit être placée tout en bas de la colonne. Et s'il est compris entre la valeur de la carte la plus haute et de la carte la plus basse, vous ne pourrez pas la placer dans ce jardin. Fort heureusement, vous avez le luxe d'avoir non pas 1, non pas 2, mais bien 3 jardins, ce qui vous donne une belle marge de manœuvre. Enfin, du moment que vous faites pas n'importe quoi, hein. Si aucun de vos jardins ne peut accueillir votre carte, vous devrez la jeter, donc faites bien attention. À la fin d'une saison, vous passez à la suivante. Vous allez garder vos jardins en l'état et piocher à nouveau 10 cartes pour continuer de constituer le paysage de vos jardins. Mais avant de changer de saison, vous allez faire un bilan de la saison qui vient de s'écouler. Repose cette pioche et sors ton carnet de notes. L'été se finit et on va voir ce que vous avez fait. Pour cette première saison, on va uniquement compter les cartes d'eau. Dans tous vos jardins, chaque carte eau vous fait 3 points. Et à chaque saison, vous aurez droit au même petit rituel de comptage de points en ajoutant des éléments à comptabiliser. En automne, on compte les cartes d'eau comme durant la saison précédente et on ajoute au décompte la végétation. Et chaque carte verte vaut 4 points. Et finalement en hiver, vous aurez intérêt à avoir votre jardin prêt pour le printemps parce que Hanami arrive et on va pouvoir compter en plus des éléments précédents, les structures en pierre et les cerisiers. Les cartes pierres valent chacune 7 points et les cartes cerisiers remportent des points de manière exponentielle. Plus vous en avez, plus un cerisier vaudra 2 points. Et on va le voir plus tard, des cerisiers, vous avez intérêt à en planter plein si vous voulez pouvoir faire la fête. Alors autant profiter du fait que ça rapporte. Quand vous avez fini, additionnez le total des scores des 3 saisons.
le total le plus élevé est celui du meilleur jardinier et tout le monde ira squatter ses jardins pour fêter Hanami. Bon, soyons complètement honnêtes, ce jeu fait un peu du name dropping et je me doute qu'il ne s'inspire pas de la grande tendance qu'ont eu les seigneurs à planter frénétiquement des cerisiers dans leur jardin à l'époque Edo. Mais j'avoue que je trouve ça super intéressant de constater que ces Hanami soient venus à l'idée de l'éditeur en tant que thème. Parce que oui, de façon plutôt fascinante, quand on pense à une fête japonaise, ce sera presque toujours à Hanami. Et c'est peut-être parce qu'on a dans l'idée que la fleur qui représente le pays du soleil levant serait le sakura. Ce qui est vrai à 50% je dirais, mais c'est peut-être un sujet pour un autre jour. Comme beaucoup d'entre vous le savent, Hanami, c'est la fête des cerisiers en fleurs. C'est un moment où on se réunit avec les amis, les collègues, la famille, pour passer un bon moment à festoyer lors d'un pique-nique à la logistique qui a intérêt à être bien rodée. Les meilleurs emplacements sous les cerisiers sont des objets de convoitise. Rappelez-vous vos dernières vacances à la mer en pleine saison haute, quand vous cherchiez un endroit où placer votre demi-serviette sur une plage bondée. Bah voilà, je crois que vous pouvez comprendre à peu près ce que c'est que de chercher un spot pour Hanami. Durant la période Nara, entre 710 et 794, c'est surtout les nobles qui ont fêté les cerisiers. Perdre une journée entière à faire des festins hors de prix et des concours de poésie, il y avait bien que la cour qui avait le temps pour ça. Puis, c'est la classe des samouraïs qui, en prenant le pouvoir dans le système social, s'est emparée de pas mal de pratiques de la cour impériale. Et apparemment, ça leur a bien plu de profiter de la pluie de pétales pour boire du saké. Et avec le temps, la fleur de cerisier a été de plus en plus associée à la classe des samouraïs. Pendant l'ère Edo, lorsque les grands seigneurs avaient un jardin à perte de vue, un grand nombre de cerisiers japonais ont été plantés au travers des villes, popularisant au passage cette fête et ses banquets. Durant l'ère Meiji, des milliers de sakuras ont été abattus, mettant en péril un grand nombre d'espèces qui ont été développées sous le shogunat. C'est d'autant plus dommage que moins il y a de cerisiers, moins il y a d'emplacements pour Hanami. D'ailleurs, pour Hanami, il n'y a pas que la logistique à anticiper. Vous allez rester plusieurs heures assis à côté de votre pote qui fait du karaoké, alors il va falloir prévoir un menu pour tenir la journée. Vous connaissez peut-être le proverbe Hanayori Dango, qui signifie grosso modo que vous préférez savourer votre nourriture plutôt que d'apprécier la beauté des fleurs. Bon, c'est sûr, si vous êtes comme moi, vous serez facilement distrait par les dangos qu'on retrouve souvent durant cette fête. On pensera également au sakuramochi, mais toute forme de denrée idéale pour un bento format maxi familial sera appréciée pour admirer les fleurs entre deux verres d'alcool. Par ailleurs, j'invite chacun des viewers de cette vidéo à regarder si un Hanami n'est pas organisé par chez eux pour le printemps prochain. Oui, parce que c'est une vidéo de l'année 2021. Par exemple, pour l'Île-de-France, vous privilégierez sûrement d'aller au parc de Sceaux. Et vous y croiserez sûrement plusieurs communautés asiatiques, dont les communautés chinoises qui célèbrent une fête très similaire. Vous l'avez probablement compris, Hanami est une réinterprétation par le Japon des fêtes et banquets chinois sous les arbres en fleurs, et l'arbre tendance durant l'époque Nara, c'était le prunier. Alors je sais pas bien pourquoi ils ont choisi de changer d'arbre, mais j'aime bien considérer comme une sorte de lien de filiation avec les festivités chinoises. Un peu comme des branches voisines dans un arbre évolutif de fête. Ça existe les arbres évolutifs de fête ? Et d'ailleurs, si vous avez bien suivi dans ma vidéo de novembre dernier, la cour durant l'ère Heian a récupéré un grand nombre de pratiques de la Chine, pour ensuite les transformer en des trucs bien japonais. Alors bon, vous vous doutez bien qu'ils n'allaient pas se contenter de prendre une seule fête. Bah oui, eux aussi ils veulent faire des beuveries. Les Goseku, comme on les appelle, sont 5 célébrations déclarées comme fêtes nationales durant l'ère Edo. Ces 5 journées sont un héritage de l'ère Heian, et ils ont à peu près la même histoire que Hanami. Pour la faire simple, à l'époque, les Japonais avaient adopté le système administratif chinois, ce qui incluait dans le package les onmyo. Bon, j'aurais encore beaucoup de choses à dire, mais je vais pas revenir dessus. Toutefois, pour les retardataires,
Les Onyo, c'était un peu les préposés au chamanisme et au calendrier. Comme c'est pas le sujet, je vous fais la version courte. Le rapport entre ces deux missions, c'est le Wushu, les 5 éléments. Et logiquement, il fallait 5 fêtes de base dans le calendrier. Bref. Calendrier qui fut réformé en 1873, l'an 6 de l'ère Meiji, pour se caler sur le système grégorien. Les Goseku ont un peu perdu leur statut de fête nationale, jour férié. Les 5 fêtes Goseku ont donc été assignées à des dates que nous pouvons identifier sur notre calendrier actuel. Et j'en profite pour dire que non, Hanami n'est pas incluse dans les Goseku. Je crois que c'était un cadeau bonus ou un truc du genre. Le premier des Goseku, le Kochohai, qui est désormais appelé Jinjitsu, est le 7e et dernier jour des fêtes du Nouvel An. Bon, à l'époque Nara, c'était juste une procession de nobles qui souhaitaient leurs vœux à l'empereur, mais aujourd'hui, c'est une célébration bien plus populaire. Si tout se passe bien, la semaine du Nouvel An, les familles se réunissent et font plein d'activités pour se distraire ou juste se reposer. On est en vacances une semaine entière, mais là, le jour qui nous intéresse, c'est vraiment le 7 janvier. L'origine viendrait d'une tradition ancestrale qui consiste à dire que le premier jour de janvier est celui de la poule, très bon choix au passage, le deuxième celui du chien, le troisième celui du cochon, le quatrième du mouton, le cinquième de la vache et le sixième celui du cheval. Pour chacun de ces jours, un animal est épargné. Et le 7e jour étant celui de l'homme, c'est un jour où l'on ne donne aucun châtiment aux criminels. Ou est-ce que c'est que lui non plus on le mange pas? Bref, pour ce jour, il est de tradition de préparer le nanak sagayu, la soupe aux 7 herbes. Il s'agit d'une soupe de riz aromatisée avec 7 plantes comestibles, les nanaksa. On a donc le seri, qu'on appelle céleri chinois ou persil japonais, le nazuna, une plante médicinale de la même espèce que la bourse à pasteur, gorgyo, une plante médicinale de la famille du chrysanthème, hakobera, qui est de la marjolaine je crois, hotokenosa, une plante médicinale encore, suzuna, qui est un ancien nom pour le navet, et le suju shiro, c'est-à-dire du radis blanc, une sorte de daikon. Ouais, apparemment on utilise les nanakusa du printemps pour faire la soupe du nouvel an. Oui, parce que figurez-vous que les nanakusa de l'hiver, c'est citrouille, racine de lotus, carotte, ginkgo, kumquat, agar-agar et udon. Attendez, quoi? Oh, non, en fait, c'est bon, on va rester sur les herbes de printemps, en fait, ça vaut mieux. Et on va passer directement au deuxième Goseku, le 3 mars, qui est Hinamatsuri, qui était autrefois Kyokusui, durant lequel la cour impériale buvait du saké et lisait des poèmes. Et on y retrouve d'ailleurs directement l'influence de la cour Heian, puisque chaque année, il est de tradition de sortir les poupées Hina, représentant justement cette cour toute belle, toute propre. Alors qu'en fait, ils étaient tous consanguins. Mais je divague. Cette célébration est issue d'une fête des péchés en fleurs. Pas mal de légendes plus ou moins modernes s'y sont greffées. Je pense bien sûr à celle évoquée dans le film Mirai, ma petite sœur, qui insinue que si les poupées ne sont pas rangées à temps, la petite fille de la famille ne sera jamais mariée. Et évidemment, il y a une spécialité à associer à ce jour, les hishimochi. Un mochi plat coupé en losanges et composé de 3 étages. Traditionnellement, l'étage du bas en verre était un mochi à l'armoise, un peu comme les kusamochi. L'étage du milieu était aromatisé d'une plante appelée ishi, et le blanc de cet étage représente la neige qui purifie. Et enfin, l'étage du haut, en rose, représente le prunier en fleurs. D'ailleurs, autrefois, on utilisait le fruit d'un gardénia pour obtenir cette couleur. Mais de nos jours, les recettes ont varié. Des colorants alimentaires ont remplacé tout ça, et parfois on remplace aussi le mochi à l'armoise par un mochi au matcha. Et j'ai même vu des recettes de cheesecake à étage pour remplacer les mochis, et je trouve ça super créatif. Parmi les recettes traditionnelles pour cette journée, on retrouve aussi les hina arare, des snacks croustillants de riz coloré et salé. Bon, continuons avec le 3e Goseku, le 5 mai, Pango no Seku, ou le jour des garçons. Toutefois, de nos jours, on célébrera plutôt le Kodomo no Hi,
journée des enfants. La tradition sera de sortir des poupées ou des armures de guerriers, représentant des combattants légendaires comme Kintaro ou Benkei. Et si votre famille a une vieille armure de samouraï, c'est le moment de l'exposer. Mais les vrais représentants modernes de cette journée, c'est les Koinobori, des manches à air en forme de K qui sont apparus sous Edo en se propageant depuis la région de Kanto. Et c'est aussi un jour pendant lequel on peut prendre un bain à l'iris, parce que l'iris se prononce shobu, comme le mot qu'on utilise pour parler d'un affrontement. Donc si vous voulez gagner un affrontement, sachez que c'est ça que vous devez faire. Pour ce qui est des spécialités, on retrouve surtout le kashiwa mochi, un mochi à base de pâte de haricots enveloppée d'une feuille de chêne, ou encore dans le Kansai les chimaki, des pâtés de riz gluant sucré enveloppés dans des feuilles de bambou. La version salée existe aussi et se rapproche de leur pendant chinois. Mais dans les deux cas, les feuilles ne se mangent pas. Je répète, ne mangez pas les feuilles. Passons ensuite au 4e Goseku, le 7 juillet, le Tanabata. C'est donc le 7e jour du 7e mois. En ce jour, on célèbre le rapprochement des étoiles de Vega et d'Altaïr, qui sont d'habitude séparées par la Voie lactée. Enfin, d'après ce que j'ai compris, parce que j'avoue que j'y connais rien. Mais on s'en fiche, parce que ce qui est célébré, c'est pas tant le phénomène que la légende qui s'en inspire. Les 2 étoiles représentent le bouvier et la tisserande, qui est une vieille histoire d'amour chinoise. Au Japon, ces personnages sont plus connus sous les noms de Hikoboshi et Orihime. Orihime, en plus d'être déesse en période d'essai, est également tisserande à temps partiel. Et elle prenait ses pauses dans le monde terrestre. Parce que le monde céleste, c'est bien, mais sur Terre, il y a un beau gosse du nom de Hikoboshi. Et comme il se plaise bien, Orihime sèche son taf, ce qui est pas hyper pro. Le père de Orihime, en plus de trouver que Hikoboshi a pas fait le bon choix de carrière en étant mortel, il trouve aussi qu'il a pas une super influence sur sa fille, puisqu'elle pourrait se concentrer un peu plus sur son travail. Il échafaude un plan imparable. Séparer les 2 amants représentés sur ce schéma par ces 2 étoiles avec une rivière, ici représentée par la Voie lactée. Seule faille, Orihime est insupportable quand elle pleure. Du coup, une fois par an, les dieux la laissent rejoindre son amant. Et son enfant aussi, parce que oui, il y avait également ça. Et pour célébrer ça, les Japonais accrochent leurs vœux aussi haut que possible sur des bambous, sur des papiers rectangulaires. Préférablement sous forme de poème. Ah, vous voyez exactement là où je veux en venir. Et pour l'occasion, on mange des somen, des nouilles qu'on refroidit le long d'un toboggan aquatique en bambou. Et enfin, le dernier Goseku, c'est Choyo, le 9 septembre, qui correspond au festival du chrysanthème. En Chine, c'est une journée dédiée à repousser les mauvais esprits et à honorer les ancêtres. Et au Japon, c'est vraiment resté juste une journée pour se saouler au saké. Voilà. Et c'est probablement pour ça que c'est pas resté une fête emblématique d'ailleurs. Enfin bon, durant la période Edo, ces 5 fêtes étaient des jours fériés. Et puis vint la réforme du calendrier, et seule la journée des garçons est restée une sorte de fête nationale, et encore sous une autre forme. Finalement, toutes les fêtes évoluent. Hanami et ses cerisiers en fleurs n'est pas une exception. Alors pour contempler le temps qui passe, posons-nous et admirons nos sakura dans le jeu au Hanami. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai mis un peu de temps pour la sortir, mais j'ai été un peu prise par mon travail. Faudra que je fasse des vidéos un peu plus courtes à l'avenir. Bref, je vous souhaite un printemps plein de belles choses, et sur ce, je vous dis tchuss!